duc et marquise, princesse et prélat, ignorent que je ne suis qu'une roturière. L'immuable lui-même n'y voit que du feu. Il me croit d'une loyauté à toute épreuve, sans se douter que j'œuvre en réalité pour la Fronde du peuple, l'organisation rebelle qui a juré de mettre fin au règne des vampires. Je passe ma main dans la crête de Sterling, aussi noire que la nuit et plus douce que la soie. Sa coiffure de punk, comme il dit. Un défi à la bonne société vampirique londonienne, au même titre que l'épingle de nourrice en argent qui brille au lobe de son oreille. Si mon absence est un hiver, alors pourquoi ne pas rester avec moi un peu plus longtemps ? Je lui demande. Nous avons été séparés de longs mois, et voilà que tu t'envoles de nouveau. Tu sais bien pourquoi. Parce qu'un autre hiver, définitif celui-là, est sur le point de glacer le monde à jamais. Je frémis dans la petite chambre mansardée qu'éclaire une unique lanterne. Derrière les volets clos, en cette nuit de décembre de l'an 301 des ténèbres, la bise pousse des sifflements aigus, comme pour annoncer la terrible menace qui pèse sur toute chose, la victoire finale des ténèbres, qui n'a jamais été aussi proche. Depuis quelques mois, les nations vampiriques se sont engagées dans une guerre totale qui risque de précipiter l'univers entier dans le néant. L'Angleterre et l'Espagne ont formé une coalition contre la France. Les premières batailles ont commencé aux Amériques. Les 13 colonies anglaises sur la côte Est et la Nouvelle-Espagne sur la côte Ouest ont fait sécession avec la Louisiane française. Mais paradoxalement, au milieu de ce chaos en marche, l'espoir du retour de la lumière est plus vif que jamais. Tandis que les monarques immortels se déchirent, la Fronde tient une occasion historique de les frapper. Je dois repartir porter la flamme de la révolte aux Amériques, et plus loin encore, reprend Sterling en se levant du lit que nous avons partagé pendant un trop court instant. Et si, à Versailles, c'est toi qui fais brûler ce flambeau, il m'incombe d'en disséminer les braises aux 4 coins du monde. Je ne connais que trop bien la mission de Lord Raindust, cet agent triple qui prétend servir à la fois Londres et Versailles, mais qui en réalité se bat pour la Fronde. Il y a 3 semaines, il est venu apporter des nouvelles fraîches des Amériques, où une poignée de desperados est parvenue à fédérer les forces rebelles du continent. Et il doit déjà y retourner. Oui, je sais tout cela. Et pourtant, je voudrais me blottir un peu plus longtemps encore dans les bras de mon lord. Tu ne reprends la route que demain, n'est-ce pas ? Je lui demande. En effet, répond-il en appliquant une moustache postiche de cosaque au-dessus de sa bouche parfaitement dessinée. Après la réunion extraordinaire des commandants franciliens de la Fronde, convoqués par Montfaucon dans les entrailles de la grande écurie. Comme moi, Raymond de Montfaucon joue un double jeu dangereux. À la ville, il est le grand écuyer de France, directeur de l'école qui forme les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Mais dans la coulisse, il est le commandant de la Fronde de Versailles. De là, il coordonne les actions avec les branches des provinces et de l'étranger. « Te reverrai-je une dernière fois ?» j'implore mon amant. Il se tourne vers moi. La demi-pénombre sculpte ses hautes pommettes et la lueur dansante de la lanterne fait luire sa peau mate, couleur d'ambre froid. Nous pourrons nous revoir demain, si tu parviens de nouveau à te glisser hors du château, me promet-il. Tu sais bien que c'est mon vœu le plus cher, mais je ne peux m'empêcher de frémir en imaginant les risques auxquels tu t'exposes pour venir me rejoindre. Depuis que Sterling est arrivé à Versailles, il loge incognito dans un petit hôtel des faubourgs, sous une fausse identité de comte polonais assorti à son déguisement. C'est là que, par 3 fois, je l'ai retrouvé durant une petite heure, avant de regagner mon service auprès du tyran. J'ai prétexté des essayages en ville pour ma robe des festivités de la prochaine nuit des ténèbres, le 21 décembre. En réalité, ce n'est pas dans l'atelier d'une couturière que je me suis déshabillée, mais dans cette chambrette. Au creux de cette humble alcôve, à l'insu de tous, Sterling et moi avons lutté à notre manière contre l'influence maléfique qui transforme la planète en sphère de glace. À travers une étreinte, où mon corps brûlant de mortel s'est efforcé de réchauffer le sien. Chaque fois, Sterling a déposé un baiser au creux de ma clavicule et bu à ce calice un peu de mon sang. Juste une gorgée, malgré l'autorisation que je lui ai donnée d'en prélever davantage. Un parfait gentleman, il met son point d'honneur à se montrer totalement maître de lui-même, même si je sens qu'il voudrait me boire jusqu'à la lie. Et moi, je souhaiterais l'aimer jusqu'à l'aurore. Mais nos instants volés, ces parenthèses enchanteresses, se terminent toujours trop vite. À chacune de nos entrevues, de sa langue aussi douce que du velours, Sterling suture la morsure jusqu'à ce qu'elle disparaisse entièrement. Tel est le pouvoir cicatrisant de la salive vampirique. Ainsi, je peux rentrer au château sans afficher le moindre stigmate de nos amours interdites. « Va maintenant », m'enjoint-il en cachant sa crête sous un calpac.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.